Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce webinaire sur le positionnement de produits concurrentiels. Je vous remercie de vous être connectés. Juste pour démarrer, je voulais expliquer pourquoi je voulais parler positionnement. En fait, le positionnement, c'est une technique extrêmement classique en marketing je dirais, consommateur B2C pour positionner un produit. Et je me suis aperçu avec les différentes sociétés avec lesquelles j'ai travaillé que c'était quelque chose qui était peu fait par les sociétés technologiques qui se focalisaient principalement sur la technologie ou sur les fonctionnalités, mais qui ne pensaient pas forcément au positionnement concurrentiel. Or, c'est quand même un élément clé, je dirais, du positionnement de la force d'une société et de la vitesse à laquelle elle peut vendre son produit. J'en parlerai plus en détail par la suite. Donc, les différents points, je vais rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un positionnement, juste pour bien positionner, de quoi c'est fait, et pourquoi je pense que c'est aussi important, et en particulier pour les sociétés technologiques, de parler positionnement. Et je vais donner des exemples, donc on parlera d'Instagram, de Bose et d'autres, et je donnerai aussi des exemples de mauvais positionnement. Malheureusement, il y en a quand même beaucoup. Et un point qui me paraît très important, qui est ce qu'on appelle le bénéfice clé différenciant, qui est un des éléments clés de la construction d'un bon positionnement. Enfin, je parlerai un petit peu d'une approche pour construire son positionnement et je finirai sur qu'est-ce qu'on en fait d'un positionnement et puis quelques pointeurs pour aller plus loin. Donc rapidement, qui suis-je? J'ai une formation technique. J'ai passé plusieurs années en Californie. J'étais formé par Marty Kagan, qui est un des gourous, je dirais, produits aux États-Unis. Et en France, j'ai rejoint le centre de recherche de Xerox et avec des collègues, on a créé une spin-off à Squans, dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 10 en 3 ans. On a été racheté par Documentum. Et là encore, le chiffre d'affaires a été multiplié par 10 en 3 ans. Et puis, j'ai rejoint Bonitasoft. Et là, le chiffre d'affaires a été multiplié par 2 chaque année. Donc, tout ça pour dire que j'ai travaillé avec des logiciels à forte croissance. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est la croissance. Sachant que j'ai travaillé dans différentes sociétés avec des logiciels qui allaient jusqu'à 100 millions de chiffre d'affaires dont j'avais la responsabilité, pour des sociétés, des grosses, des moyennes et des petites dans le domaine de l'édition logicielle. Donc revenons à nos moutons. Qu'est-ce que c'est que le positionnement concurrentiel? En fait, là, c'est des cactus, tout un tas de cactus. Moi, je ne suis pas un spécialiste du cactus et la question, c'est mais pourquoi je devrais choisir ce cactus plutôt que tel autre? Alors, ça paraît une question un peu idiote, mais c'est quand même la question de base que se posent les clients par rapport à votre produit. Leur question, c'est pourquoi choisir votre produit plutôt qu'un autre? Et donc, la clé d'un positionnement, c'est de répondre à cette question avant que le client se la pose. Je dirais d'influer sur cette réponse et leur donner les clés pour avoir envie d'acheter votre produit et comprendre en quoi votre produit est différent. Donc, le positionnement, c'est pour ça que je parle de positionnement concurrentiel. L'idée de ce positionnement, c'est vraiment de se positionner par rapport à la concurrence et d'expliquer par rapport à la concurrence en quoi votre produit est différent, qu'est-ce qu'il apporte. Et donc ça va vraiment avoir un impact important sur tout un tas de choses et j'y reviendrai après. Donc de quoi est fait un bon positionnement? Je veux dire, la première chose, c'est quelque chose qui doit être facile à retenir. Donc on ne peut pas faire des pages et des pages. C'est souvent un slogan très court qui va permettre aux gens de comprendre de façon extrêmement rapide qu'est-ce que fait votre produit et en quoi il est différent. La deuxième chose, c'est qu'il donne envie. Un positionnement, c'est fait pour donner envie d'acheter votre produit. Donc, il doit être pertinent. Il doit, je dirais, expliquer au client en quoi votre produit est intéressant. Et il doit donner envie, il doit être attractif. Enfin, il doit expliquer votre différence. Et ça, c'est un élément clé qui est souvent peu compris, peu utilisé. C'est quand même extrêmement important. Enfin, un positionnement produit, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire et qu'on va changer. C'est quelque chose qui va durer toute la vie du produit, version après version. Et donc pour ça, il faut vraiment partir de l'essence du produit et de ce qui fait et de ce qui va durer longtemps. C'est là-dessus qu'on va pouvoir se baser pour son positionnement. Enfin, il faut qu'il soit crédible. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit
je dirais, en phase avec qui vous êtes, avec votre taille, avec votre niveau de développement au niveau maturité, avec vos capacités, avec ce que les gens perçoivent de vous. Vous ne pouvez pas avoir un positionnement qui est en porte-à-faux par rapport à ce que la perception de votre société. Alors, pourquoi ce webinaire? Pourquoi je pense que c'est aussi important? En fait, je pense vraiment qu'un bon positionnement, c'est un vrai accélérateur pour la croissance d'une société. Ça va avoir un impact à toutes les étapes d'un cycle de vie. C'est-à-dire que votre prospect, quand il entend parler de vous, qu'il entend votre positionnement, si votre positionnement fonctionne, ça va lui donner envie d'aller plus loin. Ça ne donne pas toutes les clés, mais ça donne un certain nombre de clés intéressantes et importantes. Au niveau des cycles de vente, clairement, quand vous parlez avec votre client, si votre client, a priori, comprend qui vous êtes et en quoi vous êtes différent, ce que vous apportez sur le marché, je dirais la moitié de la vente est faite. Alors qu'au contraire, s'il ne comprend pas, ça va être beaucoup plus difficile. Et après, une fois que votre client est satisfait, au niveau du bouche à oreille, un bon positionnement, c'est quelque chose que votre client va pouvoir expliquer. Donc, vous créez du bouche à oreille positif grâce à votre positionnement. Donc, je dirais sur tout le cycle de vie commercial du produit, un bon positionnement apporte de la vitesse. Au contraire, et malheureusement, je l'ai rencontré, un mauvais positionnement, un positionnement qui est flou, qui est confus, qui n'existe pas, ça veut dire que quelqu'un va devoir expliquer au client en quoi votre produit est différent, un avant-vente, de la vente, du marketing, mais les messages vont être confus et conflictuels. Résultat, ça va freiner. Ça va freiner au niveau des prospects, ils ne vont pas comprendre votre intérêt. Ça va freiner au niveau des clients, ils ne vont pas comprendre votre valeur. Et ça va freiner aussi au niveau du bouche à oreille. Donc je dirais, le positionnement, c'est soit un accélérateur, soit l'absence de positionnement ou un positionnement au contraire confus et complexe, ça va être un vrai frein. Pour clarifier tout ça, on va prendre un exemple, Instagram. Donc là, on a son positionnement du partage de photos magnifique et rapide. Donc on va un petit peu décrypter ces différents éléments et puis on va en voir d'autres derrière. Donc aujourd'hui, Instagram, incontournable. Mais à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, quand ils ont démarré, tout le monde ne les connaissait pas, tout le monde ne savait pas ce qu'ils faisaient. Donc rappeler la catégorie dans laquelle ils jouent, c'est important quand on démarre. Ça permet aux gens de savoir où vous êtes. La catégorie, c'est toujours un élément de référence pour les clients. Le deuxième élément, c'est un élément, ce que je vais appeler un bénéfice clé, c'est-à-dire quel est l'apport fondamental du partage de photos vu par Instagram. Donc là, on voit un bénéfice, et je parle d'émerveillement parce que je pense qu'à l'époque, clairement, le fait que les photos soient magnifiques avec l'utilisation des effets, ce n'était pas quelque chose qui était, je dirais, a priori attendu par les clients. Donc ça, c'est quelque chose qui va potentiellement émerveiller les clients parce que Instagram est allé au-delà des attentes. Le deuxième point, deuxième bénéfice, c'est la vitesse. On parle ici de partage de photos. On sait que les photos, ça prend du temps, suivant la bande passante, et personne aime attendre. Donc c'est un deuxième bénéfice clé sur lequel Instagram s'est positionné. Là, je parle d'un bénéfice clé de performance, parce que plus on va aller vite, mieux c'est. Et donc on voit deux bénéfices, un qui est là pour émerveiller le client, l'autre qui est là pour apporter de la performance. Et clairement, ce qui est remarqué en creux aussi, c'est que là, on ne parle pas de fonctionnalité, on ne parle pas de technologie, on parle uniquement du bénéfice. Et j'y reviendrai, mais c'est souvent un problème pour les sociétés technologiques qui ont tendance à être trop focalisées sur leurs bénéfices techniques et pas assez sur les bénéfices clients. Donc là-dessus, je dirais, je pense que pour Instagram, tout n'est pas dû à leur positionnement, bien évidemment. Mais je pense que leur positionnement a clairement aidé pour eux à amener une position de leader. On va continuer pour trouver un petit peu une tendance derrière ces différents positionnements. Donc Bose, que tout le monde connaît maintenant, clairement aujourd'hui, on sait que Bose s'occupe du son et donc le bénéfice clé qu'ils apportent, c'est un meilleur son. Là-dessus, je dirais que c'est pas très innovant, mais par contre, c'est quand même le clé
je dirais le fondement, l'essence de ce que fait Bose, il vous apporte un meilleur son. Là où ils sont différents, et là on parle de différenciation, donc on est vraiment sur un positionnement concurrentiel, on va se différencier par rapport aux concurrents. Leur différenciation, c'est autour de la recherche. Et on sait que Bose investit beaucoup dans la recherche. Ils vont créer des white papers sur en quoi ils ont investi, ils vont expliquer l'histoire de leur investissement et toutes ces choses-là. Donc, ils vont donner, je dirais, de l'épaisseur à leur positionnement, mais le cœur du positionnement, la crédibilité qu'ils ont, c'est un meilleur son grâce à leur recherche. On va prendre un troisième, parce que je trouvais que c'était intéressant. Là, quelque part, on pourrait croire que ce n'est pas un positionnement, je dirais, en termes de bénéfice. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est sur un bénéfice clé implicite. En fait, la volonté qu'on utilise Dropbox ou d'autres, ce qu'on veut faire, l'essence de ce que c'est accéder à son contenu perso, n'importe où. Donc là, je dirais, ils ont résumé de façon très claire, très simple. Ils ne partent pas dans tous les sens, c'est vraiment l'essence de ce qu'ils apportent. Par contre, là où on peut regretter, c'est que je pense que ce slogan pourrait s'appliquer à OneDrive, pourrait s'appliquer à Google Drive ou d'autres. Clairement, pour moi, et c'est une vraie difficulté, hein, ce n'est pas les seuls, malheureusement. Un positionnement qui n'est pas différenciant, c'est pour moi, on loupe, je dirais, la moitié de ce que peut être la force et la puissance d'un positionnement. Donc, on a vu des positionnements qui étaient quand même assez bons, voire très bons. Maintenant, je vais prendre des contre-exemples. Je ne parlerai pas de société. Chacun retrouvera un peu les sociétés qu'il veut. Donc, un certain nombre de tartes à la crème qui existent, que tout le monde utilise à tort et à travers, et qui pour moi ne sont pas des positionnements. On va prendre open source catégorie, open source BPM, open source ECM, open source ce que vous voulez, CRM. La réalité, c'est que ce n'est pas vraiment un positionnement. Ça explique un petit peu ce que vous êtes, mais pas complètement. Le risque, c'est que les gens l'interprètent à leur façon et disent « Ah, open source, c'est gratuit. Pas de chance, ce n'est pas forcément ce que vous voulez. » quoi. Autre exemple, vous parlez de ce que vous voulez faire. Je veux démocratiser le CRM, je veux révolutionner ceci et cela. Le problème de ce positionnement, c'est que vous parlez de vous et vous ne parlez pas du client. Le client, quelque part, ce que vous faites, il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est quel va être son apport pour lui. Et là, ce n'est pas clair. Donc là, je dirais c'est une vision d'entreprise, mais ce n'est pas un positionnement. Un certain nombre de positionnements qui sont, je dirais, un petit peu tarte à la crème aussi, c'est je suis le leader de ma catégorie innovation et excellence. Le problème de ça, c'est qu'il y a deux choses. C'est rien ne dit que vous êtes crédible par rapport à ça. Et deux, ce n'est pas des bénéfices pour vos clients. Donc les clients, quelque part, ça ne va pas résonner. L'idée du positionnement, c'est quand même de parler du client, parler de ses problèmes, parler de ses bénéfices, et là, ça va résonner. Un autre exemple, c'est parler métier pour les métiers, parler marketeur pour les marketeurs, par exemple. Là encore, vous parlez de vous, vous ne parlez pas du client. Si vous comprenez le client, ce qu'il faut, c'est parler de ses bénéfices, de ce que vous apportez au client. Et si vous êtes marketeur et que vous pensez comprendre les marketeurs, ben, expliquez les bénéfices que vous apportez pour les marketeurs. Ça sera beaucoup plus efficace. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de positionnements produits techno, éditeurs logiciels ou autres, qui sont, je dirais, pas très bons. Et je pense que c'est un vrai frein pour eux en termes de site de vente. Donc je vais prendre un élément qui est vraiment pour moi un élément clé de ce que c'est qu'un vrai bon positionnement. C'est ce que j'appelle un bénéfice clé différenciant. Donc, première chose, un bénéfice, c'est une valeur ajoutée pour le client et une vraie valeur ajoutée, quelque chose qui importe pour le client. Je dirais, quelque part, vous lui dites, quelque part, c'est de la compréhension, lui expliquer ce que vous avez compris de ses besoins. Et si vous tapez dans le mille, le client se sent compris et déjà, ça fait toute la différence. Le deuxième élément différenciant, c'est que vraiment, il doit être unique par rapport à la concurrence. Alors, comprenons-nous bien,
Unique, ça ne veut pas dire que vous êtes les seuls à fournir ce bénéfice. Bien sûr que non. Par contre, vous devez être les meilleurs là-dessus. Et c'est toute une histoire de choix. Derrière, il va falloir choisir quels sont les bénéfices que vous voulez préempter par rapport au marché et sur lesquels vous voulez être le meilleur. Si je reprends l'exemple d'Instagram, ce n'était pas forcément les meilleurs sur tout, mais par contre, ils voulaient être meilleurs sur la vitesse. Et donc, ils ont utilisé tout un tas de techniques, je dirais, d'interface utilisateur, de faire des choses en background pour donner le sentiment que ça va vite. Et ils ont travaillé sur leurs effets pour faire des magnifiques photos. Ils n'étaient pas forcément les meilleurs partout, mais ils étaient les meilleurs sur ces deux bénéfices. Donc, il faut que ça soit des choses qui soient faciles à retenir, mémorables, on en a parlé, et qui soient prouvables. Donc là, il s'agit d'être crédible. On ne peut pas afficher des bénéfices et puis derrière que ça ne marche pas. Là, c'est juste pas possible. Donc c'est un élément quand même très important. Et je l'ai dit, il faut qu'il soit durable dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit durer version après version du produit. Je vais aller un petit peu plus dans le détail de ces bénéfices et donner des catégories de bénéfices parce que ça me semble important. Donc il y a ce qu'on appelle un modèle, qui est le modèle de Kano, qui donne un exemple, je dirais, qui catégorise les bénéfices en fonction de plus on en a et quelle satisfaction ça apporte. Donc le premier, qui est, je dirais, pas super excitant, qui est le bénéfice indépendant, indifférent. Je veux dire, ce bénéfice-là, plus ou moins, ça ne change rien. Les clients s'en fichent. Et il faut quand même en être conscient parce que ça veut dire qu'il ne faut pas passer du temps là-dessus. Clairement, ça aide de savoir que ce bénéfice, les gens, ils s'en fichent. Le deuxième, c'est un bénéfice must-have. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les gens attendent. Si vous voulez jouer dans cette catégorie, il faut l'avoir. Le problème, c'est que si vous ne l'avez pas, ça va être négatif. Typiquement, dans la société qu'on a créée, à Squans, on faisait un moteur de recherche, par contre, on ne faisait pas d'indexation. Ça a été un vrai frein. C'est-à-dire, clairement, c'était une fonctionnalité qu'il fallait avoir pour jouer dans la catégorie des moteurs de recherche et qu'on n'avait pas. On faisait de la métadonnée, on faisait tout un tas de choses, mais on n'indexait pas. Donc, un exemple. Troisième bénéfice, ce qu'on appelle les bénéfices de performance. Plus il y en a, et mieux c'est. L'exemple, je dirais, archétypal, c'est la vitesse. Donc, vous prenez votre vitesse de connexion, votre bande passante Internet. Plus la bande passante est rapide, mieux c'est. C'est pour ça que quand vous prenez les téléphones portables, aujourd'hui, on parle de 3G, de 4G, de 5G. Ce n'est pas la 5G qui compte, c'est la vitesse qui apporte la 5G, clairement. Même chose entre la DSL et la fibre. Donc si on vous parle de fibre plutôt que la DSL, c'est clairement parce que tout le monde veut que ça aille plus vite. Donc là, on est sur un bénéfice de performance. Plus, c'est mieux. Et le dernier bénéfice, que je ne vais pas dire d'émerveillement, c'est quelque chose qui était inattendu. C'est-à-dire que là, je dirais, c'est un peu l'essence de ce que fait un product manager, c'est qu'il va comprendre en profondeur le client, dans des besoins qui ne sont pas forcément explicites, que le client n'a pas forcément clarifié dans sa tête, et vous êtes allé plus loin que ce que le client attendait. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Si vous arrivez à le faire, vous allez effectivement émerveiller vos clients parce que vous faites quelque chose qui va au-delà de la satisfaction de base qu'ils attendaient. Par contre, la difficulté de ces bénéfices-là, de ces bénéfices d'émerveillement, c'est vous n'attendez pas à les garder pendant 150 ans. Je veux dire, vos concurrents vont comprendre. Vous avez clarifié, vous avez identifié quelque chose, mais comme vous allez communiquer dessus, forcément, les autres vont vous suivre. Par contre, l'avantage de se positionner sur des bénéfices, c'est qu'une fois que vous êtes associé avec ce bénéfice, les gens vont avoir du mal à l'associer avec d'autres personnes, ou sociétés, ou produits. Donc, être associé avec un bénéfice, ça a énormément de gains. Donc, pourquoi ces bénéfices sont tellement clés? C'est un, ça parle tout de suite au client. Vous parlez de ce que vous apportez, de la valeur. On ne parle pas technologie, on ne parle pas fonctionnalité, on parle de valeur. Et c'est très important. La deuxième chose, c'est que une fois que votre produit est associé avec ce bénéfice, dans la tête des clients, il va être extrêmement difficile à quelqu'un d'autre de préempter ce bénéfice. S'ils essayent de vous copier, si vous essayez d'être rapide, comme Instagram, on va dire vous copiez Instagram. Aucun intérêt. Vous faites ce qu'on appelle un MeToo.
Donc là-dessus, c'est quand même très important. Une fois que la bataille est gagnée sur l'association entre vos produits et ce bénéfice, c'est extrêmement difficile de vous déloger. Donc c'est extrêmement solide dans le temps, à condition que vous continuez à apporter de la valeur sur ces bénéfices. Donc, si vous deviez faire un positionnement aujourd'hui, comment on s'y prend? Donc clairement, d'abord, il faut comprendre les clients, comprendre ce qu'ils attendent, comprendre les bénéfices qui sont attendus et quels sont les bénéfices clés les plus importants. Les 4, les 5 premiers bénéfices que vos clients encore et encore et encore vous demandent quand vous leur demandez « mais qu'est-ce que vous attendez de notre produit ?» La deuxième chose, c'est qu'il va falloir comprendre vraiment votre concurrence et eux, quels sont les bénéfices qu'ils ont déjà présentés, sur lesquels eux déjà ils communiquent et ils sont crédibles. S'ils ne sont pas crédibles, peut-être que vous pouvez les attaquer là-dessus, mais s'ils sont crédibles et si vos clients disent « oui, eux, c'est les rois de la méthodologie », ça j'ai entendu parler de ça, une société dont on dit « eux, sur la méthodologie, ils sont super forts ». Bah, je veux dire, clairement, ce n'est pas la peine d'essayer. Ils sont reconnus par le marché sur ce point-là, allez chercher d'autres bénéfices, des bénéfices sur lesquels d'autres ne sont pas reconnus. Et l'avantage des sociétés high-tech, l'avantage et l'inconvénient, c'est comme les gens se positionnent relativement mal, vous avez un espace qui est assez libre. Si vous vous positionnez bien, vous aurez une vraie différence et ça va être une vraie valeur à ajouter. Ensuite, il va falloir en choisir 2, pas plus, parce que vous ne pouvez pas communiquer sur plus dans un message de positionnement concis, mémorable, percutant. Donc, il faut choisir. Je sais que c'est difficile, c'est souvent quelque chose qui est compliqué, mais je dirais, manager, c'est renoncer, donc il va falloir choisir ce qui est important, ce qui est vraiment à l'essence de ce que fait votre produit. Et donc derrière, vous allez construire votre message de positionnement. Il faut qu'il soit court, il faut qu'il soit percutant et il faut qu'il soit mémorable. Avec ça, je veux dire, si vous avez fait toutes ces étapes et que vous avez construit votre positionnement, vous êtes au-delà de 60-70% des sociétés technologiques aujourd'hui qui n'ont pas de positionnement et qui ont un positionnement confus. Donc déjà là, vous avez fait un gros différenciateur par rapport à vos concurrents. Et après, donc vous avez votre positionnement et vous en faites quoi? Pour moi, il y a 2 parties sur le positionnement. Il y a une partie qui est une partie vraiment de communication. Il va falloir communiquer sur ce positionnement. Ça doit être la colonne vertébrale de votre produit. Communication après communication, avec un effet cumulatif dans le temps, il va falloir imprimer ce positionnement dans la tête de vos prospects, dans la tête de vos clients et en commençant par votre marketing, vos partenaires, votre force commerciale. Deuxièmement, il va falloir crédibiliser ce positionnement, donc version après version, il va falloir délivrer des fonctionnalités qui apportent de la valeur à ces bénéfices. Et c'est aussi un moyen de faire des choix sur la roadmap du produit. C'est toujours difficile, on veut toujours en faire beaucoup, mais avoir un positionnement fort, clair, permet de faire des choix différenciants. Enfin, il va falloir protéger, défendre votre positionnement. Plus votre positionnement sera fort, plus vous aurez une position forte sur le marché et plus vous serez attaqué. Attaquez aussi sur votre positionnement. Les gens vont vous expliquer qu'ils font aussi bien que vous. Il va falloir crédibiliser votre positionnement avec des benchmarks, avec des exemples clients, avec des cas, tout un tas de choses qui font que le positionnement est solide et il tient dans le temps. Okay. Bien, donc je vais donner des pointeurs pour aller plus loin. Bien, si vous voulez creuser, il y a un livre qui s'appelle Positioning, qui est un livre qui est vraiment orienté, je dirais, marketing de consommation, B2C, mais qui donne quand même tout un tas de clés intéressantes sur le positionnement et comment on peut, je dirais, quelque part capturer une partie du cerveau du client sur le produit. Un deuxième aspect que j'ai trouvé intéressant, c'est les stratégies de positionnement. Donc, il y a un blog qui donne ces stratégies. Et ça, c'est vraiment un élément intéressant, comment on va aller plus loin sur le positionnement. Et il donne cette notion que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui est le positionnement est un influenceur secret, caché. Et je trouvais ça particulièrement pertinent. Enfin, si vous voulez aller plus loin sur le modèle de canaux,
il y a un blog qui est intéressant, qui permet de comprendre mieux comment on peut prioriser les différentes choses qui vont vraiment apporter de la valeur aux clients. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vais le mettre en ligne sur mon site Product Master. Si vous êtes intéressé pour participer au prochain webinaire, vous n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. Pour rester en contact, donc vous pouvez aller sur la page Contact. Vous pouvez utiliser soit Twitter, soit par email, ou enfin sur LinkedIn. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous enverrai les liens une fois qu'il sera en ligne. Et puis, on reste en contact. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.